Alors, bonjour à tous. J'espère que vous vous endormirez pas trop. En tout cas, que je ne serai pas trop endormante après le dîner. J'ai essayé d'être un peu plus dynamique. Et puis, écoutez, on va commencer tout de suite avec le titre de ma conférence. Donc, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Je ne sais pas si vous savez qui a écrit cette maxime. Ça a été écrit en 1945 par Antoine Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Et je vous dirais qu'en 2024, c'est toujours aussi pertinent pour l'entreprise de Fumoir Grizzly. Alors, je me présente, je suis Laura Boivin et je suis la PDG de Fumoir Grizzly et de sa division en bioconservation à Iotech. Alors, je serais curieuse de savoir qui d'entre vous n'a jamais entendu parler de l'entreprise de Fumoir Grizzly. Aujourd'hui, je vais essayer de vous en apprendre plus pour ceux qui la connaissent déjà et qui ont eu l'heureux projet de manger un jour nos tartares et nos saumons fumés qu'on retrouve actuellement là, dans les épiceries. Et puis, nos nouveaux tartares, là, je vous suggère demain midi d'aller en acheter puis de vous en faire un bon. Ça va prendre une dizaine de minutes puis ça va être déjà prêt. Et puis... donc, aujourd'hui, c'est encore plus pertinent pour Fumoir Grizzly d'avoir des plans et de savoir pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais si vous le permettez, je vais commencer par vous faire une petite introduction de notre entreprise. Puis là, je vais comprendre comment ça fonctionne, cette manette. OK. On dit qu'il est important de se rappeler de ses racines. Chez Grizzly, c'est ce qui nous définit. Confectionné entre les rapides et les rivières, Grizzly, c'est avant tout un héritage. Un procédé ancestral et authentique, peaufiné par un pêcheur dans le but d'honorer chacune de ses prises. Aujourd'hui, c'est ce même héritage qui distingue nos nombreuses créations, qui lui confèrent toute leur saveur et qui dicte chacune de nos actions. Puisque le respect est à la base de notre identité, nous avons fait le choix de nous approvisionner de poissons provenant de pêche durable, avec des produits qui sont prisés partout. Un rayonnement qui transcende les frontières du pays et un héritage qui se transmet déjà à la prochaine génération. Grizzly est fier d'être l'une des plus grandes marques de poissons fumés et prêts à manger au monde. Fier de conjuguer tradition à innovation en travaillant avec de multiples institutions de recherche. Et fier d'être resté fidèle aux valeurs qui nous ont fait naître il y a déjà plus de 30 ans. Grizzly, entre passion et tradition. C'est mon bout préféré. Alors, Grizzly a été fondé en 1991. C'est M. Pierre Fontaine qui est décédé l'année dernière qui l'a fondé. Donc, ça fait maintenant 33 ans qu'on est en affaires. Et puis, Pierre, c'était un gars qui était passionné. C'est un gars qui était visionnaire. Et il avait un beau-frère italien qui cherchait du saumon fumé pour un restaurant dans le Vieux-Québec. Donc, il a décidé d'aller s'isoler en forêt puis pour développer la recette qu'on fait aujourd'hui encore, après 33 ans, à savoir un saumon fumé au bois d'érable, badigeonné de sirop d'érable, parce qu'on est fiers québécois. Alors, notre usine est située à Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est une usine qui a été construite par Pierre en 2003. Personnellement, je suis arrivée chez Grizzly en 2010. Après avoir acquis les actions là, en compagnie de mon conjoint. Et puis, à partir de cette date-là, j'ai pris les rênes de l'entreprise. Excusez, là. Pardon. Grizzly, on est actuellement 89 employés. Ça varie, dépendamment des saisons, mais on est 89 employés engagés et engagés dans l'innovation. On est un leader dans le saumon fumé, puisque Pierre a été le premier là, à commercialiser un saumon fumé, son beau-frère étant notre premier client en 1991. Et puis maintenant, bien évidemment, vous pouvez retrouver nos produits partout là, dans les chaînes de supermarchés. On a 55% de notre chiffre d'affaires qui est
dans les services alimentaires, donc dans les restaurants, et l'autre portion est dans les chaînes de supermarchés. On a comme mission de développer des produits sains, des produits santé, axés sur la sécurité alimentaire, et nos valeurs sont évidemment le respect, la collaboration et la qualité. Je m'excuse parce que je ne suis pas sûre de voir comme il faut mes slides, j'essaie de suivre en même temps. J'ai l'habitude de dire qu'il y a une science dans tout, puis qu'il y a des gens qui sont passés avant nous par toutes les problématiques et les défis qu'on vit dans une entreprise. Alors, chez Grizzly, nous, on n'a pas réinventé la roue, puis on a suivi la science, puis on a suivi ce qui se faisait et le plan qui devait se faire et qu'on nous enseigne partout. C'est-à-dire qu'annuellement, afin de décider vers où on va aller, c'est quoi nos objectifs, on a décidé de faire annuellement une planification stratégique à notre usine et c'est ce dont on m'a demandé de discuter avec vous là, de façon plus spécifique sur notre façon de procéder aujourd'hui. Nos décisions chez Grizzly sont toujours, en tout cas la plupart du temps, sauf des opportunités vraiment exceptionnelles, sont toujours basées sur ce qu'on a décidé ensemble en équipe un jour. En mois d'octobre, habituellement, ça se passe ensemble. On est littéralement assis autour d'une table, une vingtaine de personnes, de toutes les fonctions de notre usine, à savoir de conseil d'administration jusqu'aux manœuvres dans l'usine. Et puis, on va ensemble décider vers où on va aller, vers où on va ramer ensemble. Par exemple, lors de notre dernière planification stratégique, on va reviser ensemble à chaque fois ce qui sont nos objectifs principaux. En l'occurrence, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a décidé qu'on atteindrait des objectifs pour l'année 2026 là, si je me tasse comme ça, vous n'entendez pas. Hein? Bon. Alors, pour l'année 2026, on a décidé qu'on atteindrait 25,6 millions de chiffre d'affaires et depuis de nombreuses années, on a une moyenne de croissance de 11 % annuellement. On a ensemble décidé encore, dans le contexte de nos planifications stratégiques, qu'on développerait des nouveaux produits et qu'on irait vers l'internationalisation pour le développement de notre entreprise, pour notre croissance et notre expansion. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe chez nous dans le contexte de la planification stratégique, je vous ai dit, on est une vingtaine de personnes assises ensemble et puis il y a un tableau en avant de nous et littéralement, ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, on va décider qu'est-ce que c'est notre vision, notre mission et notre valeur. Puis vous allez dire, bien là, vous n'avez pas déjà une vision et une valeur? Bien oui, on en a une, mais on a considéré qu'on doit s'ajuster puis qu'on doit la reviser de temps en temps puisque notre culture d'entreprise nous dévoile des fois qu'est-ce qu'on est plus, ce qu'on fait au quotidien que ce qu'on a écrit sur un morceau de papier. Donc, par exemple, il y a 5 ans, on a décidé qu'on devrait ajouter à notre mission d'entreprise la notion d'innovation. C'est-à-dire qu'on a vu à travers nos gestes quotidiens, puis dans notre façon d'agir, que nous, là, on aimait ça, innover, puis ce qui nous dirigeait là, au jour le jour, c'était d'inventer puis de faire des nouvelles affaires. Alors, c'est à ça qu'on se consacre, qu'on a décidé de l'ajouter dans notre mission, puis c'est ensemble, autour d'une table, qu'on a décidé de le faire. La planification stratégique est vraiment structurée, je vous l'ai dit, on n'a pas inventé la roue, c'est-à-dire qu'on suit le livre, et puis on tourne la table, on va tous ensemble décider de nos fautes. Donc, vous savez probablement la plupart d'entre vous ce que c'est des forces, faiblesses, opportunités et menaces, puis on va littéralement les dire. Voici, c'est quoi nos forces? Puis on va essayer d'être le plus rigoureux puis le plus honnête possible parce que après ça, c'est ce qui va nous guider dans ce qu'on va devoir décider, puis c'est ce qui va guider nos actions dans ce qu'on va décider d'entreprendre comme action par la suite. Donc, j'ai mis plus tard, vous allez voir, j'ai mis une diapositive qui vous montre littéralement le résultat de cet exercice-là. Puis on ne les a pas tout mis, puis j'ai enlevé quelques faiblesses. Là. Je ne voulais pas que tout le monde les voie. Mais on en a, évidemment. Et puis,
On va aussi décider lors de cette planification-là, une fois qu'on va avoir sorti toutes nos forces, faiblesses, opportunités, menaces, de façon très intègre, de façon très honnête entre nous, eh bien, on va décider des actions, puis on va fixer des indicateurs de performance, puis on va essayer de les suivre par la suite. Puis donc, l'innovation, évidemment, je vous ai mentionné qu'on avait décidé de l'ajouter à notre mission d'entreprise. Eh bien, lorsqu'on va évidemment décider des actions qu'ils vont prendre, l'innovation va certainement faire partie au cœur de nos solutions éventuelles. Par exemple, prenons un exemple, si on a décidé que dans nos faiblesses, l'une de nos faiblesses, c'était comme plusieurs entreprises au Québec, le recrutement. On a de la misère à trouver des gens chez Grizzly. Alors, on est situé pas loin de Québec, à 5 km de la ville de Québec, donc vous comprenez que le taux de chômage était à son plein, était très, très bas. Et donc, c'est certainement un défi à la croissance, le manque de personnel. Donc, on a décidé ensemble qu'il fallait automatiser. Automatiser pour pallier à la faiblesse qu'on a, qui est le manque de ressources. Mais par la suite, pour automatiser, bien, je vous expliquerai comment on va faire pour se dresser un plan et structurer ces actions-là qu'on va faire. Il va y avoir des indicateurs certainement, mais il y aura aussi des plans d'action très serrés qui devront être faits. Puis je vous dirais qu'on n'est pas une équipe d'ingénieurs à l'usine. Moi, je suis un avocat, on est loin des ingénieurs habituellement. Et donc, on n'a pas vraiment les habiletés qui sont développées, par exemple, pour des professions spécialisées. On est un directeur de production, des contrôleurs de qualité comme n'importe quelle usine de fabrication. Donc, il faut se donner des outils pour pouvoir arriver à nos résultats. Il faut se donner des ressources pour pouvoir arriver à nos résultats. Ce dont je vais vous parler plus tard. Donc, je vous ai mis là un exemple de planification stratégique, de résultats de planification stratégique. Là, je sais que c'est petit, c'est littéralement la page de planification que j'ai mis intégrale. Je sais que vous aurez droit au plan, vous pourrez voir comment ça se passe. Mais comme vous pouvez voir, j'ai repris une portion des forces, faiblesses, opportunités, menaces, qu'on a tout le monde ensemble en équipe écrit sur un tableau. Et puis, ensemble, après, on a dit, bien, quelles actions on va prendre pour contrecarrer, jumeler nos forces avec nos faiblesses, jumeler nos opportunités avec nos faiblesses, ou peu importe, faire les traits d'union, pour pouvoir décider ensemble, après, des actions qu'on va avoir à faire. Et puis, on a, par exemple, décidé que... peut-être qu'elle est là, probablement qu'elle est là dans les menaces, que la variation du taux de change ou que la variation du coût de la marchandise était une menace pour nous. Parce que, pour tout vous dire, on achète 90 % de nos approvisionnements en dollars américains, donc en USD. Fait que, devinez, en 2023, lorsqu'on a fait la planification stratégique, quel a été l'un des points qui a été soulevé? Alors, la politique aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va être la situation de notre dollar lorsqu'on aura les élections en 2024 aux États-Unis? Bien, vous le savez, la semaine passée, qu'est-ce qui est arrivé avec le dollar? Il y a eu une chute épouvantable. Si 90 % de vos approvisionnements se passent en dollars américains et qu'on ne l'a pas prévu à l'avance, qu'est-ce que vous pensez que ça fait d'avoir un 10 cents, 20 cents de plus de coût de marchandises sur 650 tonnes de produits finis qu'on produit annuellement? C'est une instance très importante. C'est le genre de menace qu'on a vu venir dans le cadre de notre planification stratégique. On a décidé ensemble de quelle façon on le ferait. Et voici, par exemple, de quelle façon, quelles sont les actions qu'on peut faire pour contrer ce genre de risque-là. Puis je n'ai pas la prétention de vous dire qu'on l'a contré totalement, parce que l'année prochaine s'en vient, on ne peut pas décider pour 15 ans d'avance, mais au moins, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, malgré cette chute de notre dollar aujourd'hui, on a quand même prévu le coût. Quelles étaient les initiatives, les atténuations qu'on a décidé ensemble de prendre à ce moment-là? Donc, on parle d'octobre l'année dernière. Eh bien, d'abord, évidemment, la politique de taux de change, mais nous, on a l'habitude de couvrir 80 % de nos achats, par exemple, en couverture de change. Eh bien, cette fois-ci, on a augmenté notre pourcentage de couverture de change pour en couvrir plus, pour atténuer ce risque-là, parce que je dis souvent que nos affaires, ce n'est pas
frapper un home run sur le taux de change, sur le dollar, mais bien de développer des produits, de garder une stabilité dans nos prix. Et donc, l'autre solution d'atténuation, c'est de développer des nouveaux produits de façon à diversifier les espèces de saumon qu'on va produire et donc avoir une moyenne de coûts qui va, au bout de la ligne, qui va permettre d'atténuer les fluctuations dans nos coûts de revient. Parce que, par hypothèse, une entreprise, les chaînes de supermarchés, on ne peut pas se permettre d'augmenter nos prix. Là, ça prend très longtemps avant de pouvoir augmenter des prix, donc on ne peut pas réagir immédiatement à des situations comme ça. C'est le genre de situation qu'on va avoir prévu. Et pour tout vous dire, on avait aussi prévu, par exemple, on n'avait pas prévu une pandémie, là, mais on avait prévu peut-être que dans nos menaces, qu'un virus ou des choses comme ça seraient dans les risques potentiels à un moment donné. On avait même un plan de contingence pour ça. Alors, c'est le genre de risque qui peut mettre à péril l'entreprise ou peu importe ce que vous avez comme organisation, mais c'est des choses qui se prévoient. Puis je ne vous dis pas qu'on peut tout régler, mais si au moins on voit venir d'avance les risques puis qu'on les a identifiés, bien évidemment, on est plus agile lorsqu'ils arrivent, puis on a peut-être un petit plan devant nous qui va nous permettre de réagir plus concrètement au moment de ça. Maintenant, donc, j'ai parlé de la planification stratégique, les étapes. Je voulais vous dire qu'on a parlé de comment on va faire l'analyse interne-externe. Ça, c'est les FOM, le force, faiblesse, opportunité, menace. Mais on va aussi se fixer des indicateurs de performance, par exemple. L'un de nos indicateurs de performance, ça va être de commercialiser 2 innovations annuellement. Donc, 2 innovations. Actuellement, on en a plus que ça sur notre portefeuille de produits, mais ça fait partie de nos objectifs. Ce qui veut dire que si on l'a mis dans nos objectifs au terme d'une planification stratégique, vous comprenez que ça veut dire qu'il faut se donner les ressources, il faut se donner les moyens, mais il faut aussi que les personnes qui sont attitrées à ça soient libérées. Il faut que ça fasse partie de nos priorités comme entreprise. Et, je peux ça. Pas vraiment bonne avec ces affaires-là. Bon. OK. Et puis, je veux juste aussi vous mentionner que l'innovation, comme menace, ça peut être de toutes sortes les menaces qui sont dans notre entreprise. Puis l'une des menaces qu'on a chez Fumoir Grizzly, c'est la contamination bactériologique. Alors, probablement que certains d'entre vous sont un peu familiers avec ça, mais la contamination de listeria, salmonelle et tout ça dans les usines de fabrication, c'est vraiment un risque qui est très important. Puis, à toutes les fois qu'on ressort nos foams, bien, ça fait toujours partie des menaces. Un jour, les rappels, d'abord Listeria monocytogenes, c'est le rappel microbiologique le plus important et c'est une menace qui guette n'importe quelle usine en agroalimentaire. Et donc, c'est quelque chose qui est très préoccupant, d'autant plus que dans notre secteur d'activité, nous, on va vendre éventuellement au consommateur final quelque chose qui va être consommé peut-être sans aucune autre transformation, qui va se retrouver dans son assiette. C'est encore plus important pour nous d'avoir une sécurité alimentaire à ce sujet-là. Conséquemment, Grizzly a eu l'opportunité de se joindre à un groupe de recherche. Totalement par hasard, on a trouvé une bactérie qui était naturellement présente dans les milieux marins sur les moules. On est parti de l'hypothèse, il y a 20 ans de ça, que cette bactérie-là pouvait enrayer Listeria monocytogenes. Alors, Grizzly a décidé d'investir pour la recherche et développement et dans l'innovation pour ce bio-ingrédient-là. Ce qui fait qu'en 2016, on a eu l'homologation de Santé Canada pour l'utilisation de notre bio-ingrédient, qui aujourd'hui s'appelle la BAC M35. Et lorsqu'on l'applique sur les produits alimentaires, ce bio-ingrédient-là tue Listeria monocytogenes, ce qui est la bactérie pathogène qui cause des décès chez l'être humain. Là, on voit, juste pour vous donner une idée, c'est le rappel qu'il y a eu récemment là, chez Walmart avec le lait d'amande ou de soya, si ma mémoire est bonne, a tué 2 personnes, puis il y a eu 28 hospitalisations qui étaient reliées à ce problème, à cette problématique-là. On ne veut pas que ça nous arrive, on ne veut pas que ça arrive même à nos compétiteurs, parce que ça fait mal à toute l'industrie agroalimentaire lorsque ce type de problématique-là arrive. Donc, Grizzly est détenteur d'une licence de commercialisation. C'est un partenariat qu'on a eu et qu'on a encore avec l'Université Laval et des centres de recherche, dont Mérinov, en Gaspésie. Aliotech, pour nous autres, c'est l'avenir. C'est un projet, on est encore
on a plein de projets d'innovation, mais actuellement, on travaille sur des produits qui vont enrayer tous les types de pathogènes, dont on parle de E. coli, salmonelle, Clostridium botulinum, tous les pathogènes, tous les risques qui sont pour la santé humaine. Donc, on est en train de développer des agents technologiques pour contrer ce type de bactéries-là, avec la division Alliotech de Grizzly. C'est pour vous dire que, dans le fond, ça part de l'idée qu'une menace, la contamination bactériologique, qu'est-ce qu'on fait pour atténuer la menace? Évidemment, l'innovation, ce n'est pas seulement le développement de prêt-à-manger ou en épicerie, mais ça peut être à bien des égards. Donc, je parle beaucoup d'innovation depuis le début parce qu'on a ajouté à notre mission d'entreprise et puis vraiment, c'est ce qui nous gère au quotidien chez nous. Et donc, nous l'employons vraiment comme un levier clé pour nous. C'est vraiment un levier de croissance et d'expansion à tout égard pour l'expansion de nos territoires, l'expansion de la présence en tablettes d'épicerie, mais aussi innover pour être plus responsable et à tout égard. Innover, c'est oui dans le but de répondre aux besoins de nos consommateurs finaux, mais c'est aussi en cohérence avec notre planification stratégique, avec les menaces, avec les opportunités, les faiblesses et les forces que je vous ai mentionnées plus tôt. Donc, tout ça, c'est pour contrer, finalement, des mesures d'atténuation de tout ça. Par exemple, je vous ai parlé de nos coûts de marchandises. Je vous ai dit qu'on a un risque, une variation au niveau de nos coûts de marchandises qui est due au coût d'achat du saumon, mais aussi aux valeurs américaines. Bien, l'une des mesures d'atténuation, lorsqu'on va innover, ça va être de sortir des nouveaux produits, par exemple, avec une espèce qu'on ne fait pas. Chez nous, on a 85 de notre production qui est dans 2 espèces de saumon, qu'on appelle l'Atlantique et le saumon saumage d'Alaska, le sockeye. Bien, je vais peut-être décider de sortir une innovation avec de la truite, mettons, pour pouvoir équilibrer mes coûts. On va pouvoir aussi décider d'innover en fonction de l'utilisation de nos équipements, parce qu'on a décidé d'automatiser et nos équipements, par exemple, on a un équipement qui est utilisé à 50 versus un autre équipement qui est utilisé à 300 Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour rentabiliser puis être plus efficace avec nos équipements? On va innover des produits en ligne avec les équipements qui sont inutilisés, par exemple, ou moins utilisés que d'autres. Donc, c'est le type de considération qu'on va prendre lorsqu'on va faire de l'innovation. On va évidemment vouloir répondre aux tendances de marché, aux réglementations qui sont en vigueur, et puis à toutes sortes de menaces qui s'en viennent sur notre territoire, comme par exemple, on a le front of pack. Là, maintenant, on devra mettre sur nos emballages les taux de sel, les taux de lipides et les taux de sucre incessamment à partir du 1er janvier 2026. Eh bien, nous, notre action en innovation, c'était de revisiter nos valeurs nutritives, de revisiter nos listes d'ingrédients et on a retiré, par exemple, de nos listes d'ingrédients tout ce qu'on appelait les no-go ingrédients, c'est-à-dire les ingrédients qui n'étaient pas de clean label. On a évidemment un processus de design thinking où tout le monde se réunit et va faire part de ses idées. On a beaucoup de partenariats en recherche et développement avec des CTT, des centres de recherche, des centres de transfert technologique, que ce soit pour innover pour la gestion de nos eaux usées à notre usine ou pour développer des recettes avec moins de taux de sel. On fait des partenariats d'innovation avec ces centres-là. Et vous comprendrez que Fumoir Grizzly, on est une PME, donc nécessairement, on n'a pas de laboratoire, on n'a pas ce type de ressources-là à notre usine. C'est pourquoi, puis si vous avez l'opportunité, faites-le, les partenariats avec les institutions d'enseignement et les CTT, c'est vraiment formidable parce que ça nous donne des moyens d'innover sur des pistes qu'on n'aurait jamais pu le faire auparavant. Et puis, encore dans les démarches d'innovation, bien évidemment, j'ai listé ce qu'on aurait pris comme critères lorsqu'on va innover. Mais rappelez-vous que toutes les innovations, toutes les décisions qu'on va avoir à prendre vont être prises en ligne avec ce qu'on va avoir décidé. D'où l'importance, puis j'insiste beaucoup, puis c'est un peu le motif pour lequel je suis ici aujourd'hui, c'est de vous convaincre qu'il faut un plan, puis il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, puis la meilleure façon de le faire, c'est de s'asseoir en équipe puis de le décider. Et puis, évidemment, dans nos innovations, bien, on va avoir à cœur de respecter, d'être une entreprise durable et responsable.
Et on va le faire à tous les égards, à tous les niveaux de notre entreprise. On va demander des certifications à nos fournisseurs, s'assurer lorsqu'on va développer un nouveau produit avec une autre espèce. Par exemple, on va chercher du saumon sans antibiotiques, on va chercher du saumon qui est issu de pêche durable, on va s'assurer de la pérennité de la matière première. Personnellement, je vais chaque année visiter nos fournisseurs, m'assurer qu'ils font ça dans le respect de l'environnement, que leurs employés sont bien traités, parce que ça fait partie de notre devoir de le faire, puis parce que ça fait partie aussi de nos valeurs. Donc, chaque année, je vais aller me promener en Alaska, on va se promener au Chili, un peu partout où on s'approvisionne pour s'assurer que nos matières premières sont conformes. Et dans le cadre de nos recherches et développements, lorsqu'on va évaluer des nouveaux emballages ou des choses comme ça, on va toujours garder à l'esprit la menace environnementale ou les ESG, là, comme on les connaît aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi vous parler d'un outil qu'on a chez nous à notre usine qui nous permet d'atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés au stade de notre planification stratégique. Vous savez, les innovations et tout ce qui sort de notre quotidien, ce n'est pas nécessairement sur notre to-do list le matin. Hein. Ce n'est pas ça qui passe en premier. Puis, notre devoir, quand on décide d'aller vers une direction, si on veut y aller, puis si on veut continuer de croître, puis prendre de l'expansion, c'est de faire en sorte que les choses arrivent. Puis ça, je le dis constamment. C'est quelque chose dont on discute constamment avec notre équipe. Mais de dire les choses, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrive? Et puis, chez nous, si on veut atteindre nos objectifs et nos résultats, bien, on doit se donner les outils. Puis, on doit aussi se donner les outils à nos employés ou à nos gens qui travaillent avec nous de façon à ce qu'eux aient la formation et aient la capacité de le faire. Chez nous, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place un bureau de projet, puis on s'est tous formés pour faire de la charge de projet. C'est-à-dire qu'on s'est assis dans la salle de conférence avec quelqu'un qui nous enseignait comment on fait un projet, puis comment on l'amène à des résultats. On a commencé par mapper nos processus internes, voir qu'est-ce qu'on fait, nous? Comment on fait factuellement, concrètement, au jour le jour? Comment on va faire pour développer un nouveau produit? Par où on va passer? On a mappé nos processus, puis après, on a sorti des documents. On va faire une étude de faisabilité pour commencer. Une fois par 2 semaines, on a un agenda, le bureau de projet qu'on appelle. Ça s'appelle bureau de projet, puis on se rencontre, puis toutes les personnes qui sont concernées par le projet va assister à la rencontre et amener son feedback. Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est quoi les obstacles qu'on va rencontrer? Je vous ai parlé, par exemple, du front of pack là, avec la nouvelle réglementation qui est en janvier 2026. Ça nécessitait de notre part qu'on modifie peut-être nos listes d'ingrédients, on a voulu en profiter pour diminuer peut-être nos taux de sel, faire un remplacement de certains ingrédients qui étaient moins nobles versus d'autres, etc. Et puis, bien évidemment, avant d'en arriver à la réfection totale de nos emballages. C'est le genre de projet que si on ne suit pas, évidemment, ça n'arrivera pas, puis on va manquer de stock ou on va manquer d'emballage, mais tout ça était listé sur le bureau de projet. Et le bureau de projet, bien évidemment, ça nous aide à suivre les échéanciers, à attribuer des ressources au projet en question. On a ce qu'on appelle le RACI, le responsable, l'acteur, le consultant et l'intervenant. Qui va être responsable du projet? C'est qui va leader, le porteur de ballon. Et évidemment, on va faire des suivis. On va s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle à l'arrivée. On va évaluer le chemin critique. Quelles sont les actions qu'on pourrait passer en même temps pour s'assurer qu'on va, par exemple, être capable de commercialiser le produit au mois de mai. Puis, on a parlé beaucoup des produits nouveaux, mais ça ne s'applique pas seulement aux produits nouveaux, mais ça s'applique aussi à tous les projets qu'on va avoir. Tout ce qui sort de notre routine, ça a besoin d'être planifié, ça a besoin d'être avec des échéanciers pour s'assurer qu'on va arriver à nos résultats qu'on s'est fixés en équipe. Et donc, par exemple, on parlait d'automatisation. Bien évidemment, l'automatisation va être ramenée sur le bureau de projet. Il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper de faire les suivis. Chacun, par exemple, le contrôleur de qualité devra évaluer les matériaux, le directeur de production devra évaluer les équipements, mais il faut que tout ça, à un moment donné, se retrouve sur un document puis que tout le monde sache où est-ce qu'on s'en va. C'est à ça que ça sert le bureau de projet, puis je vous suggère, si ce n'est que
même vous seul, d'avoir un plan écrit quelque part, puis d'écrire les échéanciers, c'est plus qu'une promesse qu'on va faire en l'air à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. Déjà que c'est mieux quand on le fait à quelqu'un d'autre, parce qu'on a un petit engagement moral, mais c'est déjà mieux, puis ça aide à mettre de l'ordre dans ses idées. Je vous le suggère fortement, pour n'a pas besoin d'avoir nécessairement une grosse formation pour le faire, simplement, des fois, d'aller lire, d'aller prendre connaissance de ce qui existe, là, ça aide vraiment. Et si on veut que ce qu'on a décidé ensemble en équipe, au terme de notre planification stratégique, on atteigne ces objectifs-là, puis si on a décidé qu'on avait 11 % de croissance, puis qu'il n'y a rien qui est fait, le 11 % de croissance n'arrivera pas. Donc, je plaide pour un bureau de projet parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous être utile. D'ailleurs, cette année, récemment, on a engagé une personne qui est attitrée à la charge de projet chez nous parce qu'actuellement, notre bureau de projet, on a 53 dessus. On pense qu'il faut quelqu'un qui va s'occuper de gérer, s'assurer que les suivis, puis d'enlever les obstacles aux personnes qui sont en charge des bureaux de projet. Donc, je vous ai parlé du processus, puis voici, je vous ai mis aussi une petite feuille d'exemple de ce qui se passe chez nous là, sur le développement de produits. La première ligne, on peut parler, par exemple, de saumon sans antibiotiques. Notre objectif, c'était de fournir une entreprise, une chaîne de restauration avec du saumon sans antibiotiques. Et ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça de trouver cette matière première-là, et puis de le trouver aussi dans des prix qui sont compétitifs, de l'avoir ici au Canada, etc. Donc, c'est un projet qu'on a dû mettre sur notre bureau de projet. On a eu aussi on a un projet d'emballage recyclable. Hein. On a comme objectif de remettre tous nos emballages recyclables là, en 2026. Et donc, c'est pas évident de trouver des emballages recyclables pour nous avec des pellicules de plastique et des contraintes réglementaires sur les spécificités qu'on doit. Donc, c'est le type de projet qu'on va mettre sur notre bureau de projet. Comme vous voyez, ce n'est pas simplement de développer des nouveaux produits, il y en a, mais c'est tous les produits qui sont là. Donc, en conclusion, je vous dirais que je voulais aujourd'hui essayer de vous convaincre. À tout le moins, vous n'êtes pas obligé de faire une planification stratégique en sortant, puis de faire, mais seulement une planification stratégique va arriver dans votre fin d'année financière. Et par la suite, on va faire un budget. Et lors de l'attribution des budgets, c'est là qu'on va voir ensemble où est-ce qu'on va disposer de nos sous, puis ça va ensemble, et puis il devrait y avoir une certaine cohérence dans nos activités. C'est un peu à ça que ça sert. Je vous l'ai dit, je vous le redis, si notre objectif, c'est la croissance et l'expansion, on ne peut pas faire ça sans se donner les outils. Chez nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. On n'est pas parfait, loin de là. Des fois, le bureau de projet, il est remis à la semaine suivante. Ça peut arriver. Mais il faut le mettre vraiment dans notre liste de priorités. Il faut vraiment faire en sorte que... Puis, comme ça, je vous dirais que tout le monde est mobilisé, puis tout le monde est engagé, puis il n'y a pas de surprise. Parce que souvent, les nouveautés, l'innovation, quand ta liste de to-do est pleine le matin, évidemment, c'est peut-être pas la première chose qui est importante. On va peut-être gérer tous les autres défis qu'on a dans la journée avant ça. Mais si c'était décidé ensemble, si on a participé ensemble, s'il y a un engagement de l'équipe à le faire, vous comprenez que ça va être plus facile de l'intégrer dans la liste de to-do le matin. Donc, je vous dirais en conclusion que notre défi à nous, chez Grizzly, ça va être la commercialisation de notre bio-ingrédient, notre biotechnologie, la poursuite de la recherche et développement dans ce secteur d'activité-là, parce que c'est une entreprise en start-up pour nous autres. Ça fait partie de nos défis actuellement, mais aussi des plus beaux projets, parce qu'on pense vraiment qu'on va révolutionner l'industrie agroalimentaire par ces bio-ingrédients en atténuant les risques reliés aux pathogènes dans les industries. Et mais évidemment, je voulais vous terminer avec une petite maxime que vous allez vous-même pouvoir vous rappeler. Si vous avez des objectifs de croissance et d'expansion, faites des plans et vous les atteindrez assurément. Merci beaucoup.